Merci beaucoup Francisco pour nous avoir, dans ce vaste panorama, fait comprendre ce qui était au fond déjà la première hypothèse que nous avions hier matin posée sur ce panorama justement des histoires mondiales des nations qui, mises côte à côte ou d'une certaine manière en constellation, en interrelation, pourraient dessiner quelque chose comme l'Europe des nations en tant qu'elles sont reliées au monde, même si évidemment nous avons débordé cette question européenne. Nous l'avions une première fois débordée hier en saisissant les différentes échelles des mondialités au fond auxquelles les nations étaient confrontées, se demandant d'une certaine manière pourquoi l'échelle européenne n'y était pas représentée. Nous l'avons aussi une seconde fois dépassé lorsque on parlait lors de la dernière table ronde, notamment avec Abès Zouach, de cette histoire globale du Koweït. On pourrait également citer le livre récent sous la direction de Lerner et Vergara sur le Pérou global, comment le Pérou s'explique avec le monde, qui est effectivement une citation rentrée de la phrase de Michelet qui était à l'origine de nos projets communs. C'est donc l'occasion d'achever cette avant justement la table ronde conclusive dans laquelle vous retrouverez Francisco Betancourt et l'ensemble des conférencières et des conférenciers de la keynote, l'occasion donc d'introduire cette dernière table ronde sur la question de déseuropéaniser l'histoire du monde. Et donc j'invite nos speakers, donc Bernard Youssen, Barbara Silva et Devika Singh, à me rejoindre à la tribune pour déprovincialiser l'histoire du monde. Il ne faut pas se contenter de ne pas parler de l'Europe, il faut en parler comme l'une des 4 parties du monde. Pour le dire avec Gruzinski, et c'est pourquoi, effectivement, les 4 dernières interventions parleront successivement d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, ce qui sera effectivement l'occasion d'un dernier tour de monde. Nous avons vu ensemble combien l'histoire du monde était aussi un des effets de la mondialisation de l'histoire, et comment l'histoire connectée est née aussi à un moment où nous avions un rapport aisé avec l'usage du monde, où on prenait des avions sans contrainte ni culpabilité. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. L'occasion pour moi de remercier celles et ceux qui nous ont rejoints après un long voyage. Mais Madina Thiam, malheureusement, n'est pas avec nous parce que voilà, pour différentes raisons politiques dont nous avons parlé, les relations entre de part et d'autre de l'Atlantique ne sont plus aussi simples. Je la remercie beaucoup d'être avec nous néanmoins. Madina Thiam est historienne de l'Afrique de l'Ouest, spécialiste du Mali et du Sahel, professeur à Johns Hopkins. Ses recherches portent sur la circulation et les circulations africaines entre monde saharien et atlantique, des histoires sociales de l'islam, les expériences de l'esclavage et de la liberté, ainsi que les transformations familiales et politiques engendrées par les révolutions islamiques et la colonisation. Son livre en préparation, Navel of the World, promet de renouveler l'étude du Sahel par une approche mêlant micro-histoire, histoire globale et histoire intime. Madina, nous vous écoutons. Merci Patrick. Est-ce que vous m'entendez correctement dans la salle? Ok, très bien. Je vais essayer d'être brève. Tout d'abord, merci. Je suis vraiment désolée de ne pas être là. J'aurais vraiment aimé pouvoir assister à toutes les discussions et être avec vous. Il semble que ça a été une des demi-journées très riches.
depuis hier. Je vais être bref, je comprends on va faire la part belle à la table ronde et à la discussion. Ce dont je souhaite parler aujourd'hui, c'est une entreprise éditoriale et scientifique que l'historien Jan Vansina a qualifiée d'entreprise, je cite, la plus importante du XXe siècle en ce qui concerne l'histoire africaine. Et il s'agit de l'histoire des 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique qui ont été publiés par l'UNESCO, ou en tout cas publiés sous la houlette de l'UNESCO à partir du début des années 80. Revenir un petit peu sur la jeunesse de ce projet, sur son bilan en cours de route, parce que c'est un projet qui est toujours en cours, et essayer de comprendre un petit peu ce que ça peut nous apprendre en termes déjà d'élaboration de nouvelles historiographies pour le monde à partir de l'Afrique, et aussi d'une histoire résolument politique qui est placée dans un contexte particulier. Donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite à l'aube des années 60, le continent africain est en pleine déconstruction du joug colonial et doit inventer une nouvelle voie pour l'ère qui s'ouvre. C'est un moment d'effervescence politique important, ça on le sait, et malgré l'indépendance qu'un certain nombre de pays, à laquelle accèdent un certain nombre de pays en 1960, dans les années 60, on est toujours en pleine lutte de décolonisation. 1961, Patrice Lumumba, le Premier ministre de la République démocratique du Congo indépendante, est assassiné. Un assassinat orchestré par les services secrets belges, américains et britanniques. On a la guerre d'Algérie de 54 à 62. En Guinée indépendante, en République de Guinée, l'opération Persil lancée depuis la France donc pour saper les fondations de cette jeune république guinéenne. Beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire. Les colonies portugaises d'Afrique qui ne seront pas libres avant les années 70. Je ramène tout ça pour placer le contexte, en fait, le contexte d'urgence politique, en fait, dans lequel se trouvent les historiens africains à cette période, au début des années 60. Et donc, c'est dans ce contexte qu'une aventure scientifique et éditoriale inédite voit le jour. Et donc, comme je disais, une aventure qu'un des historiens qui a participé à l'élaboration de ce projet, Jan Vansina, qualifie d'entreprise la plus importante du XXe siècle dans le champ de l'histoire africaine. Pourquoi? Parce que tout est immense en fait, et tout est monumental dans ce projet quand on parle de sa conception, de son élaboration, de la politique de diffusion qui est mise en place. Donc la diffusion de cette histoire générale de l'Afrique, publiée par l'UNESCO. Quelques chiffres. D'abord, il se passe 2 décennies, 20 ans, entre le premier moment de l'idée initiale, des premières discussions qui ont lieu donc en 1963 sous l'impulsion de la jeune organisation de l'unité africaine, donc l'ancêtre de l'Union africaine que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est sous l'impulsion de cette organisation que les premières discussions et l'idée de la nécessité d'élaborer une nouvelle histoire non seulement pour le continent africain, mais également pour ses diasporas, donc les peuples africains éparpillés un peu partout dans le monde, voient le jour. Mais de 1963 au début des années 80, il se passera donc 20 ans avant que ce projet puisse véritablement apparaître et que les premiers volumes, en l'occurrence, soient publiés. 8 volumes publiés entre 1980 et 1999. Puis, l'an dernier, en 2025, la parution des 3 derniers volumes, ou 3 nouveaux volumes plutôt, pour le moment, il y en aura peut-être d'autres. Donc, un total de 11 volumes qui couvrent, qui sont organisés de façon chronologique. Je ne vais pas trop m'attarder sur leur contenu, on pourra peut-être en discuter plus tard lors de la table ronde. 11 volumes. Et je vais me concentrer sur les 8 premiers volumes, donc publiés entre 80 et 99, plus de 350 historiens et scientifiques impliqués dans le projet, dont les 2 tiers sont africains, près des 2 tiers. Plus d'une dizaine de langues, donc il me semble que l'ensemble des volumes sont publiés au moins en français et en anglais, et un certain nombre d'entre eux sont publiés dans d'autres langues, l'arabe, le portugais, le chinois, le mandarin, pardon, des langues africaines, le Hausa, le Kiswahili, le Fulfulde, donc en langue peul, et un certain nombre de meetings qui ont lieu, donc de rencontres scientifiques qui ont lieu dans les années 70, 80 et 90
à travers plusieurs villes, non seulement du continent africain, mais également du monde. Lusaka, Cotonou, Nairobi, au Caire, à Addis, Fès, donc je ne vais pas faire la liste, à Paris, une rencontre très importante du comité scientifique qui a eu lieu à Paris en 71 pour mettre en place ce projet. C'est un travail qui est un peu différent du type de projets éditoriaux dont on a l'habitude. Chaque volume est dirigé par un coordinateur, c'est leur nom, ce ne sont pas des éditeurs, parce que le travail éditorial lui-même est assuré par un comité de 39 scientifiques mis en place dans les années 70 qui assure, qui assure un peu toute la partie éditoriale du projet, donc tous les débats qui ont lieu pour savoir comment les élaborer, quels thèmes aborder, quels spécialistes invités à participer au projet, etc. Tout ce travail-là est pris en charge par un comité panafricain. Et donc, on imagine, bien sûr, ça explique un peu les lenteurs, en fait, et les délais, ce délai de 20 ans entre l'élaboration du projet et les premières parutions, c'est que c'est vraiment un projet d'ampleur. C'est également un projet résolument politique et c'est important de replacer ce cadre du début des années 60. J'en parlais d'un point de vue de la géopolitique globale à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui, du coup, dans le champ, a un impact très fort. Il y a quand même toujours une approche assez hegelienne à l'histoire globale qui ne considère simplement pas l'histoire et les contributions des peuples africains à l'histoire du monde. En 1963, on a un historien britannique, Hugh Trevor Roper, qui est professeur d'histoire moderne à Oxford, qui peut affirmer sans problème, je cite, peut-être pourrons-nous plus tard parler d'une histoire de l'Afrique, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a que l'histoire des Européens en Afrique. Le reste est ténèbres et les ténèbres ne relèvent pas de l'histoire. Fin de citation. L'idée de ce projet d'histoire générale de l'Afrique, où de grands noms de l'histoire africaine prennent part, l'idée de l'ancrer au sein de l'UNESCO, c'est aussi une décision politique. D'abord parce qu'il y a un certain nombre d'historiens africains qui sont impliqués dans ce projet de l'UNESCO lui-même dès le début des années 60. Amadou Hampâté-Bâ, Cheikh Anta Diop, qui sont membres du comité exécutif de l'UNESCO dans les années 60, plus tard le Burkinabé Joseph Kizerbo, lui-même auteur d'une histoire de l'Afrique noire. Donc, on a un certain nombre d'Africains et de scientifiques d'historiens et de scientifiques africains qui sont impliqués dans l'organisation et qui veulent impulser de nouvelles historiographies pour le continent. Et ça, c'est quelque chose un point sur lequel je souhaite insister. Au-delà de cet aspect politique, il y a une contribution historiographique forte de ce projet d'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, qui, je pense, n'est pas assez reconnu parce que, déjà, du fait de son format, et ensuite parce qu'il adopte cette approche chronologique, il n'empêche que des idées qui sont aujourd'hui je dirais assez acceptées dans le monde scientifique en termes d'histoire africaine. Par exemple, l'idée d'avoir un point de vue africain sur l'Afrique et ses diasporas, loin des nationalismes. L'idée d'une certaine histoire par le bas, qui fait la part belle donc aux dynamiques entre différentes classes sociales, aux personnes les plus marginalisées dans différentes sociétés africaines, etc. C'est quelque chose, ce sont des idées qui émergent au cours de ces discussions et de ces débats des comités scientifiques qui se réunissent plusieurs fois pendant l'élaboration des volumes. L'idée d'une approche géographique différente au continent africain. Je pense notamment, par exemple, à l'historien Ali Mazrui qui coordonne donc le 8e volume, l'Afrique après 1935, qui insiste sur cette idée, par exemple, de l'absurdité d'une séparation entre l'Afrique dite du Nord et l'Afrique dite subsaharienne. Pareil pour la séparation entre la côte de l'Est africain et le Golfe. Il explique que la mer Rouge, selon Ali Mazrui, est l'une des mers les plus pernicieuses, je cite, de l'histoire mondiale parce qu'elle établit une séparation plus importante entre les villes portuaires de Souakin au Soudan et de Jeddah en Arabie, qui ne sont séparées que par 300 km, et qu'on a l'idée en revanche que Dakar et Durban, qui sont séparés par 7000 km, appartiendraient au même ensemble. Donc, la remise en question en fait de ces ensembles géographiques qui influencent donc la façon dont on approche l'histoire du continent
c'est un héritage de ce projet d'histoire générale de l'UNESCO. Il y a des conflits qui émergent, bien sûr, et c'est quelque chose d'assumé que ces conflits et ces divergences et ces débats seront reflétés dans la composition des volumes. Je pense notamment, par exemple, aux discussions houleuses qui ont lieu entre l'historien archéologue sénégalais Cheikh Anta Diop et l'archéologue égyptien Gamal El-Din Mortar euh, sur la place de l'Égypte et de la Nubie dans le continent africain. Et c'est également une entreprise, cette histoire générale de l'UNESCO, une entreprise massive qui a lieu de collection d'archives écrites et orales à l'échelle du continent. Et de l'élaboration de guides vers ces archives. Ce sont des guides qui existent toujours d'ailleurs. Et c'est vraiment à ce moment-là, imprimé par cet élan, qu'on assiste à une grande entreprise de collection de sources orales et documentaires dans plusieurs langues à l'échelle du continent. Donc je vais faire court, je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Euh, il y a vraiment une impulsion, notamment avec les 3 derniers volumes qui viennent de paraître donc l'an dernier. Le volume numéro 9 qui est dirigé par le professeur Augustin Holl. Donc Augustin Holl est un historien camerounais qui a été formé en France, qui a fait une grande partie de sa carrière aux États-Unis, à l'Université de Californie, à l'Université du Michigan, qui enseigne aujourd'hui en Chine. Donc c'est lui qui dirige ce dernier volume, le volume enfin, le premier des 3 derniers volumes, pardon, le volume 9 de l'histoire de l'UNESCO, qui met vraiment en avant, et c'est là qu'on revient à cette idée d'une déseuropéanisation, je ne sais pas, mais en tout cas d'une Afrique globale et d'une Afrique monde, donne la part belle aux diasporas africaines. Les 3 derniers volumes de l'histoire générale de l'UNESCO, ils sont élaborés, enfin, l'impulsion pour les élaborer vient du Brésil. Le Brésil, qui est la plus grande population afrodescendante en dehors du continent africain, je crois qu'il s'agirait du 2e pays d'Afrique si le Brésil se situait sur le continent. Il y a vraiment une volonté de rétablir en fait ces histoires des diasporas et surtout de penser une histoire globale qui s'écrirait entre l'Afrique et l'Amérique latine, entre l'Afrique et l'Asie de l'Est, notamment les relations entre la Chine et l'Afrique dans le passé précolonial. Donc vraiment un désir de placer l'Afrique au cœur d'une certaine histoire mondiale qu'on voit avec ces derniers volumes. Et ces derniers volumes, c'est également l'occasion, parce que comme je le disais, c'est un projet qui date des années 60, les premiers volumes sont publiés dans les années 80. Donc bien sûr, un certain nombre des conclusions et des débats qu'on voit dans ces volumes ne sont plus d'actualité. Et donc la parution l'an dernier de dernier volume vise à corriger ou à revenir sur un certain nombre des contributions de ce volume de l'UNESCO. Donc voilà, je trouve que c'est une entreprise en fait très innovante qui est vraiment inédite à son échelle. Elle va faire des émules, bien sûr. Il y aura plus tard une histoire générale de la Caraïbe, de l'Amérique latine, de l'Asie centrale, du monde islamique. Mais que peut nous apprendre ce modèle? Enfin, déjà, c'est la première question dont j'aimerais qu'on discute. Ce modèle non seulement d'une approche différente et vraiment véritablement collective à l'écriture de l'histoire, d'une approche qui mêle recherche scientifique et diffusion et vulgarisation pédagogique. C'est un autre aspect, mais il y a tout un travail qui est fait pour la diffusion de ce travail dans l'éducation primaire et secondaire dans les pays africains. Ça se passe pas toujours très bien, mais il y a une volonté délibérée de le faire. Et surtout, que peut nous apprendre cette approche décoloniale à l'histoire de l'Afrique? Qui tente de s'affranchir de la librairie coloniale, qui tente de mettre plus en avant les contributions des sociétés, mais aussi des personnes et des intellectuels, pour reprendre l'expression de l'historien Ousmane Oumar Khan, des intellectuels non europhones. Que peut-elle nous apprendre? Quelle est la différence entre une approche décoloniale et une approche déseuropéanisée? Qu'entend-on par ces termes et qu'est-ce que ça peut... oui, quel projet différent émerge de ces questions et de ces idées-là? Et également, en parlant de l'Europe comme l'une des 4 parties du monde, ou en essayant de mettre en retrait un peu cette histoire européenne, y a-t-il un risque de dépolitisation? Vu d'Afrique, c'est vrai que ce projet est important, mais qu'un autre
un autre aspect qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est effectivement tous ces siècles de traite esclavagiste, de colonisation, qui façonnent, qu'on le veuille ou non, l'histoire du continent à une certaine époque. Et donc, peut-on réellement déseuropéaniser cette histoire? Voilà, je vais en rester là. Je crois que j'ai parlé plus longtemps que je le devais. On pourra continuer la discussion lors de l'encadrement. Table ronde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madina Thiam. C'est vrai que cette question qui avait déjà été posée lors de la précédente table ronde de la dépolitisation possible d'une histoire qu'on appelle justement une histoire la UNESCO qui met en avant les circulations et les métissages bien davantage que la conflictualité. Elle est posée utilement et c'était très utile, Madina, de rappeler au fond cette étape qui a été aussi celle de l'histoire européenne. Il y a eu une contribution dans les années 50 avec Lucien Febvre, François Crouzet, d'une histoire pilotée par l'UNESCO qui devait s'arracher à la notion de race, et c'est important de le rappeler parce que l'histoire mondiale est souvent oublieuse de sa propre histoire. On a des généalogies fabuleuses qui sont trop courtes, alors que ça c'est quelque chose d'important, d'autant plus important que, comme le disait Nicolas Delalande tout à l'heure, ça met en jeu la question du rapport à l'État, ou en tout cas aux constructions institutionnelles, là en l'occurrence aux institutions internationales ou supranationales. C'est aussi le cas évidemment de l'Europe. Qu'est-ce que l'historiographie européenne, maintenant qu'elle est massivement financée par l'ERC? Au fond, c'est quoi l'effet au-delà justement de la... de l'effet d'aubaine ou de facilité? Est-ce qu'on est bien certain d'avoir pensé toutes les conséquences, au fond, de cette implication des institutions supranationales dans la politique de la recherche? En tout cas, évidemment que rappeler depuis les autres parties du monde, nous avons commencé par l'Afrique, ce que c'est que les conditions de possibilité d'une histoire européenne, c'est avancé dans notre propos, et nous allons poursuivre justement sur l'histoire européenne grâce à Bernard Thyssen, que je remercie beaucoup d'être là, qui est médiéviste, qui est professeur à l'université Goethe de Francfort-sur-le-Main, mais c'est un médiéviste atypique qui, depuis ses travaux fondamentaux sur la parenté, notamment sur les structures sociales, on pense au livre fondamental qu'il a dirigé en 2000, Ordering Medieval Society, ne cesse de déplacer son objet par le jeu conjoint de la sémantique historique, de l'étude des images et des imaginaires, et de la critique des grands récits. Et je signale son dernier livre paru chez Beck en 2023, qui est une sorte d'anti-manuel d'histoire médiévale, Das Geschenk des Orest, qui est une Geschichte des nachrömischen Europe, c'est-à-dire au fond une Europe qui n'est plus médiévale mais qui est post-romaine. C'est dire effectivement combien notre discussion sur les échelles du monde est aussi toujours inévitablement une discussion sur la périodisation, et c'est également cela dont il est question, je crois, dans votre propos. Merci beaucoup. Oh. Yes, merci beaucoup. Post-Roman, for me, is the alternative to medieval. Yeah? So, very quickly, I have 4 or 5 bullet points, and I immediately start with the first. It doesn't work. Hold on. Ah, yes. The first, the needs. Epistemic, political, moral. So the task is on top, yeah, you know it. It's the titles of this section. It looks to me like the basic lessons for the epistemic, political, and moral, and for the thinking about values, these needs within the academic communities are learned. At least the keywords have made their career after 1990, like provincializing Europe, epistemic violence, multiple modernities, everyone can say that. Rephrasing and reconceiving around keywords like these is visible everywhere.
The early interventions like Gayatri Spivak's Can the Subaltern Speak from '88 have succeeded. They have succeeded to destroy the paradigms and to define conditions for conceiving the history of Europe now. In short, as far as epistemic, political, and moral needs are concerned, we no longer need to preach. The challenges are elsewhere. I start with a fancy trend. The global Middle Ages. Globalizing a legacy of nationalism and imperialism. This trend, the global Middle Ages, is recent and fancy. In 2021, Cambridge University Press started a series, Elements in the Global Middle Ages. And I guess that the editors do not really wish to defend the concept Middle Ages. That would be impossible. Like most scholars, they simply don't care about it. The result of this not caring is already visible on the website. The aim of the series is, now I quote, can you read that? Oh yes, it's red. Introduce researchers and instructors to an uncentered, interconnected world 500 to 1500. This is the attempt to purify a drastically Eurocentric, nationalist, imperialist, simply a poisonous concept that made its career in the 19th century, early 19th century, as you see here. Many, or maybe probably all of us, have in mind that the model antiquity, Middle Ages, modern times has been deconstructed for half a century. Strongly after 1990, as you see, they are all from Google Ngrams. Yeah? The mantra of deconstruction of this model is progress paradigm, we have heard it this morning, secularization paradigm, progress narrative, and so on. So everyone knows that. And this series is an example how the makers themselves become victims of the very concept medieval that they wish to purify, to make clean. Let us compare this concept to the respective volume 2 of The History of the World, published 2023 by Harvard UP and CH Beck in German. The editor, first point, the editor Daniel König does not use the concept medieval for his introduction. Second, as you see, the segments of time, the segmentation of time is different from the Cambridge Elements one. It's 600 to 1350. That means the old signal dates, signal dates for barbarian invasions and Germanic kingdoms, 500, and for Reformation, 1500, are suppressed, they are substituted. So why 1350? That's the third point. The English and the German versions, as you see here, have different titles. They stress two aspects of the message: entangled worlds in English, divided worlds in German. That's strange. The argument is, in all parts of the globe, we find entangled, interconnected worlds, English title, but in a global perspective, these entangled worlds remained isolated from each other. They remained divided worlds, as the German title says. So global interconnectedness starts in this concept with the 14th century. In short, this volume 2 is about the entangled worlds, plural, in a pre-interconnected world, singular. The epoch break for the narrative is no longer 1500, Reformation, Renaissance, Eurocentric, and so, but in the 1300s with the turn to a global interconnectedness. To me, this looks much more plausible than claiming the interconnected world from 500 on and making it fit to Middle Ages. As long as ideas such as the global Middle Ages can so easily become fashionable,
The task of post-Eurocentric conceptions of history is not taken seriously enough. Thus, my own strategy and my proposal is abandon poisonous heritage, don't try to purify it. Next, à l'épreuve du monde toward a research strategy. History of Europe, à l'épreuve du monde, how do I translate that into a research strategy? That's, I think, my task. The research strategy needs to be able first to construct a genealogy, in Foucault's sense, of today's European societies with a narrative that is acceptable to the global South. That's the task. And at the same time, second point, to provide, it needs to be able to provide defense, legitimation, and plausibility for the concept civic societies. That is democracy, gender equality, focus on individualism, and so on. In short, the research strategy needs to make visible permanently in the way we write how moral value normative aspects are part of empirical disciplines. So making visible how conceiving history, also for academics who work empirically, is political work. And how to do that. So we need to combine the habit and the episteme of admittance, in a way, yeah, colonialism and so on, with the habit of stabilizing civic societies. And what we have to do is about narratives. In the end, we need a narrative for school books and so on. So building identification with a post-Eurocentric province, that is a civic society. So that's the now historical anthropology. The research strategy of provincializing Europe, with these aims that I sketched, works with a toolkit of categories, that's about categories, that historians have incorporated from anthropology and sociology already since the 70s, particularly since the 90s. Thus, historians have learned what they need, including anthropology's decades-long tradition of self-reflexivity and self-critique of having been colonial-minded and so on. À l'épreuve du monde is first of all about categories. They need to work globally as analytic instruments and terms. Once the concept fall of the Roman Empire, barbarian invasions, reformations, Renaissance, and so on, as critical junctions or turning points ended up in the history of ideas, which has happened, it is unavoidable to intensely discuss how to theorize processes. Yeah? Processes of quick change and of long durée. Path dependency, I show you the curves, made its career in these discussions, and when I observe well, it is currently the most attractive one in the discourse. If so, then the task is to define the critical junctions, the turning points that triggered for centuries path dependencies in the province Europe. So that's the task. Let me remind you of two promising trends of reconception. What has been called fall of the Roman Empire is reconceived in academia since the 1990s into transformation of the Roman world. You see the curve. This rephrasing expresses that historians have exchanged first the actors and second the events significant for the narrative. From barbarians who invaded and destroyed an empire to, who are the new actors, Roman population itself that turned their world into a monotheistic soteriological one. The critical juncture or turning point of the Latin world with path-dependent effects down
to the civic societies is seen in an ontological turn of the population itself, all around the Mediterranean. This research, or research trend if you want to, was seeded 50 years ago. I call it the Peter Brown effect, and turned into a paradigm shift in academia, at least around the 1990s. So many recent syntheses have changed the narrative beginning from barbarian invasions to mass conversion to monotheisms. Roman Church, Greek Church, Islamic movements. This new beginning of European history is, I think, the plausible new start for the moment, capable to reshape the long-term narrative structure. And in fact, we see how the narratives in French, English, German reference books have changed. But I would call the changes, in most cases, modifications. It is not visible yet how the reference book work on a fundamentally new long-term analytical narrative à l'épreuve du monde. One example for the frustrating slowness, and that's the last. Kinship system, the fate of a promising post-Eurocentric approach. To date, the, in my eyes, most striking and promising anthropology-based correction of European history is the focus on kinship systems. 40 years since Jack Goody's book, 83, of flipping upside down the history of kinship systems in post-Roman Europe. Not a single reference book has imported it. So what is the extensive international research about? In one sentence, 2 columns, the Roman agnatic vertical clan system organized around male lines, ancestors-oriented and with marriage within the kin group as normal, endogamy as normal, was quickly abandoned in favor of bilateral horizontal kin networks organized around lifelong marital couples, hardly any interest in ancestors, channeled with massive incest prohibitions to marry outside exogamy since the 6th, 7th century. We speak about the turn from stable vertical male lineages to unstable horizontal bilateral male-female networks since the end of the Roman Mediterranean. I remind you of the Indian scholar Satish Sabharwal with a borrowed phrase from Louis Dumont that by the year 1000, the basic work in Europe had already been done. That's completely different to the epoch model. This new gaze on kinship systems since Jack Goody, disappearance of clans, 5th to 7th century, has the potential to be one of the critical juncture to shape long-term path dependencies in Latin Europe. But thus far, no penetration as a structuring element in any reference book. To finish, we need discussions on 3 points. What are the new significant phenomena for the long-term path dependencies? We need them for the new narrative. Second, which phenomena that former scholars elevated as significant need to be abolished from the narrative structure? Feudal system is away. German tribes are away. So what else? And third and last, which phenomena should lose the position as a structuring header and instead end up, let's say, in the ocean of the running text. Yeah? No structuring function anymore. This happened to the struggle of investiture. Yeah? He was a header. He was a header for an epoch, and now he's away. It's away. The new narrative patterns of a provincialized Europe's history are not yet visible. And this is a big problem for many people in the European societies, immigrant societies with an emerging far right. For example, for people responsible for school books. Very little help from academic world. Full stop. Thank you.
Merci beaucoup, cher Bernard, de nous avoir ainsi initiés au cours des valeurs historiographiques et à cette bourse, en fait, des concepts qui nous permet de saisir, une fois de plus, combien, dès lors qu'on s'attaque aux cadres spatiaux de notre histoire, la périodisation n'en sort pas indemne, puisque la notion de Moyen-Âge est aussi une notion géopolitique. Au Moyen-Âge, il faut poser la question « Où es-tu ? Où est le Moyen-Âge ?» qui est la question géohistorique par définition. Pauvre Moyen-Âge, prise en tenaille entre le post-romain de Bernard Hewson et le précolonial de Zrinka Stahuljak, il n'est assurément plus ce qu'il était. On pouvait autrefois compter sur l'histoire de l'art pour nous rassurer sur les cadres et les valeurs, mais elle-même, l'histoire de l'art, quand elle est, comme vous allez l'entendre, pratiquée avec liberté et audace, l'histoire de l'art aussi déstabilise nos catégories. Et aussi ai-je voilà, le plaisir de laisser désormais la parole à Devika Singh, qui est historienne de l'art, je l'ai dit, et curatrice, et après avoir été conservatrice de l'art international à la Tate Modern de Londres, enseigne aujourd'hui au Courtauld Institute of Art. Et vous avez étudié la place de l'art moghol dans l'écriture de l'histoire de l'art de l'Inde du XXe siècle. Et maintenant, plus globalement, vous êtes historienne des formes culturelles de la mondialisation postcoloniale. La notion d'art moderne, on va voir, n'en sort pas indemne. Merci de s'adresser à nous aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick Pocheron pour votre introduction et merci à tous les membres du comité scientifique pour leur invitation. C'est un plaisir de m'exprimer devant vous ce soir, cet après-midi. Je suis fatiguée. Alors pour ma contribution à cette table ronde sur comment déseuropéaniser l'histoire du monde, j'ai présenté de façon succincte, rapide, la perspective, alors inspirée non pas directement du livre Histoire mondiale de la France, mais de l'histoire mondiale telle qu'elle est avancée par les éditeurs de l'ouvrage et que je tâche de développer dans mes travaux donc en histoire de l'art. Alors pour ma part, je participe à un vaste effort en histoire de l'art qui cherche à déplacer, à élargir les points de vue sur la création artistique du XXe siècle, je n'ai pas d'image aujourd'hui, en se détachant de cette histoire eurocentrée dont on a hérité. Alors cette histoire, elle est évidemment la matrice, on le sait, dans ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons le modernisme, tel qu'il a longtemps été présenté évidemment dans les ouvrages d'histoire de l'art, mais aussi dans les grandes institutions qui font autorité, notamment bien sûr le musée d'art moderne, le MoMA de New York. C'est donc une histoire largement véhiculée et ancrée dans les pensées, et ça, bien au-delà, il faut le souligner, de l'Europe et des États-Unis, du fait bien évidemment du colonialisme et notamment de la pédagogie artistique coloniale et des discours structurants qui ont largement circulé. Alors l'historien de l'art Arthur Mitter utilise une formule que je trouve éloquente, celle du syndrome du Picasso manqué. Picasso revient, on a une question de Picasso hier, pour d'autres raisons, pour expliquer un dilemme auquel l'artiste, dit des périphéries, a longtemps été confronté au XXe siècle. Soit l'artiste détourne de Picasso, alors là il n'a rien compris, il est accusé de ne pas comprendre en fait, les leçons de la modernité, soit il se rallie à Picasso et là on l'analyse, on le juge comme un simple imitateur. Alors il y a aujourd'hui bien évidemment au niveau historiographique nombre d'avancées. On ne présente plus, depuis quelques années seulement, c'est relativement nouveau, je dois le souligner, une histoire européenne et états-unienne en la faisant passer pour l'histoire tout court de l'art. Mais cette histoire européenne n'a toutefois pas ou pas encore été véritablement remplacée par une ou des histoires mondiales qui parleraient bien évidemment de l'art européen. Il a selon moi pleinement sa place, mais qui serait aussi entrelacé à cet art des artistes asiatiques, africains par exemple, et le point de vue aussi est à déplacer. Alors face à cette histoire eurocentrée dont nous héritons, il s'agit dans un premier temps de mettre en avant des artistes dans une démarche très similaire à celle de l'histoire mondiale de la France, encore trop peu discutée en Europe selon moi, et dans mon cas, dans le cas de mes recherches, de nombre d'artistes indiens ou d'Asie du Sud au XXe siècle. Alors il est impossible de tous les nommer, et ce n'est pas vraiment le but de mon intervention. Je mentionnais simplement parmi les plus connus, Amrita Shergill, M.F. Hussain, Vivan Sundaram, mais encore K.G. Subramaniam, Krishna Reddy et Zahina Hashmi.
C'est sur ces passeurs, sur ces artistes aussi, j'ai mentionné les passeurs mais je ne les ai pas cités, que se concentre le gros de mes recherches. Une fois adoptée, cette perspective qui peut paraître relativement simple à énoncer, engendre, il faut le souligner, une recherche souvent ardue. Les archives sont fréquemment privées, leur accès doit être négocié, elles sont rarement accessibles en ligne, on ne parle même pas d'indexation. Et dans les pays tropicaux, comme l'Inde, parmi tant d'autres, les archives et les œuvres d'art se détériorent très rapidement. De plus, cette recherche, comme le souligne Pierre Singaravellu dans l'Itinérario, a également un coût. Vous mentionnez l'ERC, c'est encore une autre question. Je me permets de le rappeler, alors pas pour mettre en avant cette forme de recherche, c'est pas ça, mais car à l'ère de l'Internet, de l'IA, mais aussi des coupes budgétaires dans la recherche, j'ai peur qu'on voit en fait cet horizon se rétrécir, en tous les cas en histoire de l'art. Il y a donc à la fois en histoire de l'art des raisons, l'eurocentrisme pour faire vite, ainsi que des conséquences très pratiques parfois. Les œuvres et les archives ont disparu ou ne sont pas accessibles à ne pas avoir été les grandes figures de l'art, les maîtres de l'art. Et les deux se renforcent, c'est vraiment un cercle vicieux. Mais j'aimerais en fait revenir sur les questions historiographiques qui animent ce colloque. Alors, pour rappel, les historiens de l'art indien ont commencé très tôt à déseuropéaniser l'histoire de l'art indien, et ça bien avant l'indépendance de 1947. Donc, à cette histoire eurocentrée, longtemps diffusée en Asie du Sud par le biais des écoles d'art colonial, s'est substitué tout un pan de l'histoire de l'art indien qu'on pourrait appeler national ou nationaliste, mais dans un premier temps dans le sens anticolonial, comprenez-le, et qui se transforme au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et qui devient quelque chose de plus sclérosé. Alors, pour donner un exemple, dans les années 40, cette histoire s'adosse à la création du courant dit en anglais revivalist, une espèce de forme de néoclassicisme, si vous voulez, notamment en architecture, qui revisite les traditions perçues comme authentiquement indiennes. Il s'agit donc en l'occurrence, et ça on peut le comprendre, d'outrepasser l'époque coloniale. En architecture, tous les modernistes s'y opposent et gagnent, si on veut faire vite. C'est le grand débat de l'époque. En résulte d'ailleurs toute une architecture moderne qui marque le paysage de Delhi et d'autres villes. Et la revue de référence, Marc, qui soutenait ce courant moderniste, édité par Mulk-Rajanan, appelait ainsi à dépasser non seulement les approches coloniales de Vincent Smith et autres historiens, bien évidemment, mais aussi l'exaltation d'une Inde spirituelle, ce premier nationalisme en histoire de l'art, et à se détourner dans les années, donc on est dans les années 40 et 50, du courant revivaliste qui ne menait, selon elle, selon cette revue, qu'à des formes esthétiques figées. Alors, en somme, le problème est que la contre-histoire de l'histoire eurocentrée, pris au sens évidemment littéral ici, est tout aussi, on pourrait dire, problématique. Elle souscrit, comme je viens de le dire, à une vision potentiellement idéologique et en tous les cas étriquée de l'art. Deuxièmement, même quand ce n'est pas le cas, elle mène à des histoires relativement isolées ou appréhendées en tous les cas de façon autonome. Et de plus, ceci revient, et ça c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir, à passer outre les hiérarchies qui ont longtemps mis ces scènes, comme l'Inde mais bien d'autres non européennes, au second plan. Donc rendre compte de l'agentivité à l'intérieur d'échanges asymétriques, inégaux, est donc un enjeu majeur. Tout en mettant de côté le canon européen de l'art, bien entendu, il serait risqué en fait, de faire comme si l'espace de légitimation européen n'avait jamais existé. Le décentrement, sur lequel insiste l'historien de l'art Parthenometer, revient bien à déseuropéaniser, mais pas à effacer, si vous le voulez, l'Europe de l'histoire. Il reconnaît l'agentivité et les connexions à l'intérieur de rapports d'inégalité. Déseuropéaniser revient ici à diminuer le rôle et non à effacer l'Europe. L'Europe est à la fois indispensable et inadéquate, pour reprendre les termes ici de Dipesh Chakrabarty, pour penser l'expérience moderne hors de l'Europe. Alors que faire donc, une fois ce changement de perspective amorcé, des figures européennes qui, dans mon cas, sont venues se côtoyer aux figures indiennes. Alors, dans mes travaux sur l'art en Inde de l'indépendance de 47 aux années 80, j'analyse la création d'artistes, mais aussi le mécénat, la critique d'art et les débats passionnants auxquels ils ont tous participé. C'est vraiment un moment de grande effervescence. Un des enjeux est de me pencher sur l'art en Inde et non pas seulement sur l'art indien. Un récent livre que j'ai écrit permet en fait de raccorder des artistes et des protagonistes indiens avec des artistes, des créateurs, alors cinéastes, architectes et autres, étrangers qui étaient
impliqués, fortement impliqués, dans ces réseaux artistiques. Je vais faire vite, mais je vous donne quand même quelques exemples. Ceci inclut donc des artistes tels Isamu Noguchi, invité par la famille Sarabai, lui-même japonais-américain, interné à sa propre initiative pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pierre Jeanneret, cousin du Corbusier qui habitait environ 15 ans à Chandigarh et travailla étroitement avec les équipes indiennes, ce qui n'était pas le cas du Corbusier. Roberto Rossellini, qui tourna en Inde India Mathrubhumi et rencontre sa future épouse, Sonali Dasgupta. C'est très dramatique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il quitte pour elle Ingrid Bergman et c'est donc un tournant tout autant personnel que professionnel. Mais aussi des exilés juifs autrichiens arrivés à Bombay, donc évidemment juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Eux sont à la fois forcés de quitter leur pays, internés par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont de mauvais passeports en tant que enemy aliens, et bénéficient par la suite, pendant l'émergence des scènes artistiques indiennes, de procédés de légitimation eurocentrés qui sont toujours actifs en Inde, même après évidemment 1947. Alors on peut à la fois déseuropéaniser, vous avez compris, tout en incluant des figures européennes, sollicitées à la fois dans mon cas, dans mes recherches, par le gouvernement et par des mécènes privés, et dont le parcours en Inde, je le souligne, est semé de frustration, d'échecs, y compris pour les plus grands, entre guillemets. Ce ne sont absolument pas les héros de cette histoire. Alors l'enjeu, pour conclure, de ce décentrement est donc non seulement de reconnaître ces centres de création non européens, je pense qu'aujourd'hui ça fait relativement peu débat en histoire de l'art, mais de concevoir l'Inde et a fortiori d'autres espaces artistiques non européens comme les lieux de rencontres, d'échanges et de débats souvent à portée mondiale. Et ce, non seulement, alors soyons clairs, entre des artistes et des protagonistes indiens et européens. J'ai souligné ce trait évidemment aujourd'hui à cause du titre de notre table ronde, mais aussi d'autres artistes asiatiques, africains et des Amériques qui sont aussi actifs, présents sur le sous-continent. Alors d'où le fait qu'on déseuropéanise ou qu'on ne décanonise pas en histoire de l'art, seulement évidemment en rallongeant la liste d'artistes. Les travaux doivent, je pense, également porter sur les expositions, les festivals, les revues, les périodiques qui sont résolument internationales et nous permettent de penser en fait un plus grand partage de cette modernité. C'est bien donc aussi le format monographique, comment est-ce qu'on écrit l'histoire, qu'on doit en partie mettre de côté afin de mettre l'accent sur les échanges. Et c'est beaucoup plus facile quand on écrit que quand on le met en œuvre dans des salles d'exposition. In fine, on ne remplace donc pas tant un récit par un autre. Une histoire mondiale moins européenne de l'art mène à une histoire plus incertaine, mais aussi infiniment, selon moi, plus riche, abondante et jalonnée, pour nous qui la découvrons encore, de révélations. Merci. Merci beaucoup. Cher Devika, si effectivement en histoire de l'art également, l'Europe est à la fois indispensable et inadéquate, comme le dit Chakrabarty, alors il faut la dépayser et ainsi s'offrir des histoires mondiales, des nations qui sont en même temps plus complètes et plus inquiètes. Et d'une certaine manière avec l'histoire de l'art, puisque nous allons maintenant entrer à la fois dans une autre dimension de cette histoire, l'histoire des sciences, et dans la quatrième partie du monde, en Amérique, eh bien, nous allons voir également que ce qui est en jeu, mais c'est en jeu depuis le début, en somme, de cette journée, c'est le principe même de la modernité. Donc, je suis très heureux d'accueillir ici Barbara Silva. Elle nous vient du Chili. Elle est professeure à la Pontificia Universidad Católica de Chile. Et ses travaux se situent à l'intersection de l'histoire des sciences, de l'histoire publique et de l'histoire transnationale. Elle a notamment travaillé sur le désert d'Akatama comme espace scientifique, sur les circulations également de savoir entre Chili et Californie dans le contexte de la guerre froide. Citons son livre de 2019, Transnational Astronomy, sur la construction du Chili comme centre astronomique mondial. Donc Barbara, c'est à toi. Merci. Merci Patrick. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour cette invitation, particulièrement Patrick Poucheron et Pierre Singaraoulou,
Et je m'excuse de ne pas intervenir en français. I wouldn't do that to you. So I will do it in English. So Patrick asked us for a brief comment to open up the conversation. And I think maybe a good starting point is the title of De-Europeanize the History of the World. I would have never been able to say that in French. And of course, there is a hint in the title, right? I assume on purpose to the idea that the history of the world has been European-centered. And I will say I agree, but coming from Latin America, I would say North Atlantic could be more compelling to the region, recognizing Europe's presence, of course, but also the United States, especially in the 20th century. However it may be, we are pointing at the concept of global history, of course, and while doing so, we are acknowledging that there is a component of colonial history within the global. Many of you have already talked about colonial, post-colonial, decolonial, etc., so I will not address that again. But this points out to the very important idea that we did have, and we do have, asymmetries in world history, and historiographically speaking, we still have them. But rather than making a summary of Latin American historiography that could be perhaps not very appropriate to this audience, I would like to center this short intervention in 3 ideas, work in progress, I would say, just to help us bring other images into our understanding of the global from the South. So the first one is observation. And from that starting point, we can say global history is not so easy to define. Some years ago, in a so-called global conversation with some people that are in here, Thomas, Anne-Isabelle, Pierre, I don't know if you remember, but I made the point about how global history changes so much according to the standing point of the observer. So global history does not mean the same in France than it does in Chile, in the US, or in Japan, or wherever. I then proposed the idea that maybe global history is defined by our blind spot. So that portion of reality that we know is there, but we cannot quite see. Then for North Atlantic history, it is the global South, or third world, or whatever you want to call it. That is another discussion, another conversation. But for Latin America, it appears to point out to the portion of whatever is not North Atlantic, and that does not correspond to our region. For instance, if you're Colombian, in Colombian academia working on Peruvian history, you're not in global history. You're just in Latin American history. If you're in Brazil and you work on French history, you're not doing global history. You're just doing European history. But if you work on Asia, Africa, Pacific Islands, and so on and so forth, then yes. If you're in any way circling the planet, if you're moving and thinking of different parts of the world, then yes, it might be, just might be, global history. It is interesting to notice that if you just think, link Latin America and Europe or the US, that is not considered global history either, because that connection is taken for granted. That is given for us. For instance, how could one understand the wars of independence of the former Spanish colonies or Portuguese colonies, if not in connection with the ideas of illustration, of masonry, of manifest destiny, and etc. So we have that the global dimension can expand or shrink, and it doesn't have a determined shape. And it has always been like a bad idea to try to define something by what is not. But what is interesting is observation, right? And it's not because I've been working on astronomical observation for so long, it was not intentional, but in global history we are stating that the standing point of the observer matters, and in what direction they are observing also matters. So observing in history is not a passive attitude, it's an action. And observing takes into account where are you observing, what are you observing, and what are you missing. There, the blind spot. And then I got thinking that action is really important, so what about movement? And that is my second point.
Global history point us out to the direction of seeking connection. It tells us about circulation, changing places, comparing processes, moving closer, moving away, understanding that correlation is not causation. Anyway, you get the idea of connecting people, objects, ideas, processes. And many of you have addressed this in one way or another. And if you think about it, in our environment, what has constant visible movement is water, is not soil. So then maybe global history is more oceanic than continental. We think of the certain places in the world that we organize it by regions and how they connect, and depending on how their asymmetries play, we can call it global history. But if global history refers to what is in connection between them, shouldn't we think of global history more in oceanic terms? I will not leave the Swiss out of it. So let's think of bodies of water. Rivers and lakes and stuff also counts as well. But continents are the ones that we are used to. I was just saying European history or Latin American history, those refer to continents or subcontinents containing nations. And oceans relate to nations, of course, but at the same time, oceans defy nations. Just think of the absurd of the 2,000 territorial miles in oceans. If we think of oceans, then we are thinking of their currents, waves. They never quit moving. They have been the quintessential of connections. And also many of you have addressed in history this really long, dangerous trips, but either way so desired and so necessary for trade, for power. And oceans have both witnessed and fostered the changes in asymmetries in world power. The very obvious paradox, our planet is called Earth, but has more water on it, way more. And the bigger the proportion, the more visible the connection, right? So that leads me very quickly to my third point and last, I promise, that I can't help, and I'm very happy that Devika mentioned art, because I will mention science. I can't not do that. Because when we are looking at the history of science, that movement and connections become so visible. Of course, they exist and they are quite relevant and important in politics, in culture, in art, in any dimension you may think of. But in science, it's like impossible to avoid. If we go to a very stereotypical thinking, science is produced, we think that, or we imagine that science is produced in a laboratory. And we have the fantasy of laboratories being this perfectly hermetic, aseptic place in which science is perfectly produced. And I wonder, I'm not sure, but I wonder, isn't that our nation? Our idea of a closed space in which the nation emerged, but in reality is intimately connected with everything else out there. So when we look at processes of the history of science, global connections are almost impossible to avoid, no matter how powerful the nation is, no matter how nation-centered the narrative is. Nations from the global south have sought for science, at least since the so-called modern globalization, as proof of progress, modernity, of being part of that asymmetrical world, but still being part of it. And then we have a push for the global from the south, and that is not incidental, I think. Nations looking for science that has not always been imposed, sometimes yes, but not always. Some other times has been sought and then interpreted, adapted, and eventually even produced in the south. So this leads to connections in international science that have a double movement. On the one hand, they defied the world power structure, having proof of progress in places not developed yet, and at the same time reinforced it. When desiring what one does not have, the absence is rather clear. In global history of science, we have understood that the agency is not always settled in the traditional main characters, powerful politicians, international organizations. In this case, scientists, even technicians, in different levels take the role of improvised diplomats, playing an essential role in international science. So, to finish,
What I'm trying to say here is that given the world we live right now, whether we like it or not, we need a new understanding of scales and the global dimension that we have worked on for so long. I refer to observation, underlying the action on it is not innocent, and we cannot just omit what we cannot see clearly, because the global might dwell there. I talked about water and the never-ending movements and connections that oceans bring, and how that displaces our focus on the nation, revealing a different scale. And what science, underlying movements from south to north, have also made us think of movements from the past to the future, as science settles in a given present, tries to move the horizon of what is or might be possible. Thank you.